Bonjour YouTube, bienvenue dans une nouvelle séance de questions d'actualité au gouvernement. Nous sommes en direct du Sénat où la séance devrait s'ouvrir d'ici quelques secondes. On entend un petit peu le brouhaha ambiant des sénateurs. Voilà, aujourd'hui, François Bayrou va peut-être s'expliquer sur les sénateurs vis-à-vis de l'échec du conclave des retraites. Ça, on a beaucoup parlé hier à l'Assemblée nationale. Certainement aussi des sujets sur les conflits au Moyen-Orient. Quoi qu'il en soit, on va suivre tout ça pendant ce direct. Voilà. YouTube, si tu apprécies ce format et que tu veux le faire découvrir à plus de gens, continue à liker, à commenter, à t'abonner. C'est toutes ces actions-là qui permettent à d'autres de découvrir le contenu grâce à l'algorithme de YouTube. À chaque fois, il y a toujours des gens supplémentaires qui découvrent le format sur cette chaîne. Donc, continuez, vous êtes géniaux. Continuez les likes, continuez les commentaires, continuez les abonnements. Merci à vous de faire vivre ce format des questions d'actualité au gouvernement. Et je crois que la séance est sur le point de s'ouvrir. Pas de déclaration solennelle aujourd'hui. On va pouvoir rentrer tout de suite dans le vif du sujet, on dirait bien. Ah merde, j'ai oublié d'ouvrir le dérouleur. Attendez, je me prépare ça. La séance est ouverte. Monsieur le Premier ministre, Attention, ça va être tout blanc. Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, notre ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Notre séance est retransmise en direct sur Public Sénat et sur notre site internet. Et sur la page Twitch de Saslil. À observer au cours de nos échanges le respect des uns et des autres et du temps de parole. Et je vais le temps de parole. Immédiatement la parole à Jean-François Husson pour le groupe des Républicains. Vous avez la parole. Et donc on commence par Monsieur le rapporteur général. Le rapporteur général des Républicains. Monsieur le ministre, cela ne vous surprendra pas, ma question porte sur la fraude aux arbitrages de dividendes, dite fraude Cum-Cum, et sur le texte d'application du dispositif de lutte antifraude que le Sénat a adopté, je vous le rappelle, à l'unanimité. Je vais faire une de la prédiction. dernière loi de finances. Monsieur le ministre, à 2 reprises, le président de la commission des finances, Claude Raynal, et moi-même, vous avons écrit pour vous indiquer notre opposition au texte d'application, une instruction, que vous comptiez publier. Mais vous avez décidé de passer outre. J'ai découvert, à l'occasion de mon contrôle à Bercy, jeudi dernier, que même vos administrations vous recommandaient de ne pas publier ce texte. Je les cite. Les directions de la législation fiscale et des finances publiques sont d'avis de ne pas répondre à la Fédération bancaire française sur ce point qui était le plus controversé au Sénat, je cite, et compte tenu de l'intention du législateur. Ma question est donc simple, monsieur le ministre. De quelle légitimité démocratique vous prévalez-vous pour maintenir ce texte d'application alors qu'il est refusé par le Parlement, ce que même vos administrations semblent comprendre? Ouf, bah dis donc, ça commence fort aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est un républicain qui sont censés être de la même majorité. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'économie et des finances, de la souveraineté. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le rapporteur général. Je crois que le divorce est consommé. Merci de me donner l'occasion de préciser le sujet dont vous parlez. La fraude dite Cum-Cum consiste à éviter pour un non-résident l'imposition sur les dividendes en transférant les titres à un intermédiaire qui, lui, ne doit pas payer la retenue à la source. Voilà pour expliquer de quoi on parle. Quel est l'objectif du texte incriminé dont vous parlez ? Lutter contre la fraude, et là je partage tout à fait votre objectif évidemment, tout en permettant à nos entreprises de continuer à accéder au financement de marché. D'abord, je veux dire que nous n'avons pas attendu les révélations faites par la presse en 2018 pour conduire des contrôles. Et dans le respect du secret fiscal auquel je suis tenu, je peux vous dire que les premiers contrôles ont été réalisés en 2017 et ont conduit à plusieurs dépôts de plaintes et à une dénonciation fiscale auprès du parquet national financier. Et le 28 mars 2023, 5 établissements bancaires ont fait l'objet de perquisitions dans le cadre d'enquêtes sur les délits de fraude fiscale aggravée et de blanchiment. Et donc, la main de l'État ne faiblira pas. S'agissant du BOFIP, le texte d'interprétation dont vous parlez, publié le 17 avril dernier, je veux d'abord rappeler qu'il est normal que l'administration commente les dispositions fiscales nouvelles d'une loi de finances. Quant aux précisions qui font aujourd'hui polémique, le gouvernement a eu l'occasion lors des débats parlementaires de souligner la nécessité de préciser le dispositif envisagé et le texte a fait l'objet d'une concertation avec les banques de la place évidemment, mais également à vous-même. Et comme vous le signalez, nous avons eu plusieurs échanges oraux et écrits pour préciser les choses. Quant à l'avis de l'administration dont vous parlez,
L'administration n'a pas suggéré de ne pas publier ce texte, mais l'avis de l'administration portait sur un point de précision que, effectivement, j'ai préféré maintenir contre l'avis de l'administration, ce qui est, je pense, mon droit en tant que ministre. Enfin, et pour conclure, un recours a été porté contre ce texte devant le Conseil d'État qui, à la fin, dira le droit. Mais je suis convaincu, en ayant fait ce que nous avons fait, de respecter à la fois le Parlement et la nécessité d'expliciter les choses devant le contribuable. Je vous remercie. N'oubliez pas de voter pour la prédiction. Monsieur le ministre, ce n'est pas une surprise, vous ne m'avez pas convaincu. Vos administrations, d'ailleurs, lorsque je les ai auditionnées, m'ont malheureusement confirmé n'avoir jamais reçu, depuis 2018, dont vous n'êtes pas le seul incriminé, d'instruction ni de commande politique pour insérer un article dans un projet de loi de finances pour lutter contre la fraude CumCum. Je rappelle juste, il y a effectivement 4,5 milliards de redressements en cours. Quand même. Monsieur le ministre, cette délinquance en col blanc, nous n'en voulons pas. Elle est inacceptable. Monsieur le Premier ministre, j'ai entendu hier le doute sérieux que vous avez exprimé à l'Assemblée nationale au sujet de cette fraude massive que nous condamnons. Vous avez rappelé votre attachement au respect du Parlement, souverain par le vote qu'il exprime au nom du peuple français. Monsieur le Premier ministre, reprenant votre principe d'action s'agissant de nos finances publiques, avec ces vérités rappelées, nous vous permettons, mieux, nous vous demandons d'agir. En retirant ce texte, notre République en serait grandement honorée. Merci. Ah oui, carrément, le retrait du texte. Et donc, j'ai vu que François Bayrou va prendre la parole deux fois aujourd'hui. Notre collègue Patricia Schillinger pour le groupe Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Les macronistes du Sénat. Monsieur le ministre, cela fait désormais plus de 3 ans que Cécile Kohler et Jacques Paris, deux de nos compatriotes alsaciens originaires du Haut-Rhin, sont détenus arbitrairement en Iran. Utilisés comme otages dans un jeu diplomatique cynique, leur sort nous préoccupe plus que jamais. Ce lundi, une frappe israélienne d'une intensité inédite a ciblé la tristement célèbre prison d'Evin, où sont enfermés de nombreux opposants politiques et où sont également détenus Cécile et Jacques. Selon vos propres mots, cette frappe, dont on peine à comprendre les motivations, a mis en danger leur vie. C'est un seuil inédit franchi dans ce triste feuilleton. Dans le même temps, des signaux de désescalade apparaissent dans la Salut région. Carito. Israël affirme avoir atteint ses objectifs militaires. Les États-Unis évoquent une accalmie possible permettant une potentielle reprise des pourparlers diplomatiques. Ce contexte nouveau ne peut laisser de côté la question des otages. Ma question est donc simple. Monsieur le ministre, alors que vous avez justement rappelé que cette frappe était inacceptable, quelles garanties avez-vous obtenues sur l'intégrité physique de nos deux compatriotes haut-rhinois? Et surtout, allez-vous exiger de leur libération devienne une priorité absolue et non négociable dans toutes les relances des négociations sur le nucléaire avec Téhéran? Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué en charge de l'Europe, M. Benjamin Haddad. Benjamin Haddad maintenant. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Schillinger. Voilà 3 ans. Touche pas au micro, Benjamin. Cécile Kohler et Jacques Paris Lâche le micro. sont retenus otages de la République islamique d'Iran dans des conditions indignes et inacceptables qui relèvent pas moi, de la c'est lui. torture au regard du droit international. Vous savez, leur libération est une priorité pour la diplomatie française et au vu des tensions dans la région, le président de la République a eu l'occasion de le rappeler en des termes très clairs à son homologue iranien au téléphone dans les derniers jours. À la suite de la frappe israélienne sur la prison d'Evin que vous avez mentionnée, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, s'est entretenu avec son homologue iranien pour s'enquérir du sort de nos compatriotes, pour exiger un accès consulaire et pour rappeler, encore une fois en des termes très clairs, l'exigence de leur libération immédiate et inconditionnelle. Nous avons obtenu l'assurance que nos compatriotes Cécile et Jacques n'ont pas été blessés dans ces frappes. Et je voudrais dans ce moment avoir une pensée particulière pour leurs familles qui vivent un véritable calvaire du fait de la République islamique d'Iran et à cet égard saluer le travail de nos diplomates, de nos personnels consulaires, du centre de crise et de soutien qui accompagnent quotidiennement
les familles dans cette épreuve. Madame la sénatrice, la politique d'otage d'État de la République islamique d'Iran est une violation du droit international. Nous la condamnons dans les C'est ça que j'ai mis des guillemets. mais c'est à cet égard la raison pour laquelle la France a déposé une requête au mois de mai auprès de la Cour internationale de justice pour faire observer et condamner la violation par l'Iran de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires. Nous continuerons à nous mobiliser quotidiennement pour assurer la sécurité et surtout la libération de Cécile Collère et Jacques Paris pour qu'ils puissent retrouver notre pays et leurs proches. Merci beaucoup. Bon, donc on a eu les mots à peu près similaires de Sébastien Lecornu tout à l'heure. Merci, Monsieur le ministre. Je connais votre engagement, l'engagement du gouvernement et la ténacité. Mais cela ne suffit pas, vous pensez bien, pour les familles et pour toutes les personnes qui œuvrent pour la liberté de Cécile et de Jacques. Mais il y a urgence. Cécile ne va pas bien. Elle est vraiment, elle n'est pas bien du tout. Et puis, on ne peut pas communiquer avec elle. Donc, c'est vraiment très, très dur pour les familles. Mes pensées vont à ses parents, les proches, les amis, comme vous l'avez dit, mais aussi les élus qui soutiennent vraiment Cécile et Jacques. Et avec nos pensées, le Sénat les applaudisse très fort. On est à leur côté. Merci. Merci. Le Sénat applaudit très fort, ouais. Allez là, chauffez la salle. La parole est à notre collègue Vanina Paoli-Gagin pour le groupe Les Indépendants République et Territoires. Non, mais ça applaudit plus pour les indépendants que pour les otages. Monsieur le Président, Madame la Ministre, on ne peut pas à la fois appeler à une plus grande souveraineté numérique et opter pour de l'achat public non européen dès que l'occasion se présente. VisiBrain est le seul acteur français indépendant spécialisé dans la veille stratégique des réseaux sociaux, le fameux social listening américain. Depuis 2017, cette société d'ingénieurs française équipe plusieurs ministères et administrations de l'État. Son expertise permet d'assurer une veille en temps réel sur les réseaux comme X, TikTok, Telegram et LinkedIn, mais aussi de suivre les tendances pour anticiper des crises et lutter contre la désinformation. Un tel outil est clé dans l'analyse de l'opinion publique à partir de données par nature extrêmement sensibles. Il serait irresponsable dans le contexte géopolitique d'abandonner aux puissances étrangères cette mine informationnelle si vitale pour nombre de nos services assurant renseignement, sûreté et sécurité. Le service d'information du gouvernement a pourtant décidé d'écarter son prestataire national historique qui a eu la meilleure note technique au profit de Talkwalker. Rachetée par la société canadienne Hootsuite en 2024, sous capitaux américains, cette solution est hébergée sur des infrastructures soumises au Cloud Act. Les prochaines élections en France feront l'objet de tentatives d'ingérence via les réseaux sociaux, armes de déstabilisation massive de nos démocraties. On l'a bien vu aux États-Unis comme en Roumanie. Madame la ministre, comment le SIG a-t-il pu faire preuve d'une telle naïveté ? L'offre concurrente retenue ne couvre même pas TikTok, alors que 70% de ses utilisateurs français ont moins de 24 ans. Le seul critère en sa faveur est son prix, anormalement bas. Ce vil prix est-il, Madame la Ministre, celui de notre souveraineté ? Je vous remercie. Question très intéressante. En plus, quand on sait les dérives de TikTok. En charge de l'intelligence artificielle. Big up à la commission parlementaire de TikTok. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs et sénatrices, Madame le Sénateur, je vous remercie pour cette question parce qu'elle est fondamentale dans l'époque actuelle quand il s'agit de parler de souveraineté numérique. Oui, le service d'information du gouvernement, lorsqu'il a remis Lâche le micro, Clara. Un certain nombre des lots qui l'aident sur un certain nombre de tâches, dont celle que vous avez mentionnée, a pris une décision qui conduit à la situation actuelle. Cette décision, c'est que sur 4 lots, 3 ont été attribués à des sociétés françaises, Bloom, Trajan et Deep Opinion, et 1 a remplacé une société française par une société canadienne que vous avez citée, Talkwater. Alors je pourrais vous dire, et je vous le dis bien sûr, que le marché était conforme, que oui, cette société, Talkwalker, avait des prix bien plus intéressants que les sociétés françaises en lice pour ce marché. Je pourrais vous dire que non, il ne s'agit pas de données sensibles puisqu'il s'agit de données publiques et que les serveurs sont hébergés ici en Europe. Mais pour autant, je crois que vous connaissez ma conviction, ce type de décision, c'est inadmissible. C'est inadmissible parce qu'on ne peut pas
parler continuellement de souveraineté numérique et se cacher derrière le code des marchés publics pour prendre ce type de décision. Eh ben, c'est On vous ne qui peut prenez pas les décisions. continuellement dire qu'on a un écosystème d'innovation à la pointe de la technologie et se tourner vers les solutions non européennes à la moindre occasion. Alors oui, c'est un sujet difficile, c'est un sujet qui est encadré par le code de la commande publique, par tout un tas de règles que nous connaissons, que vous connaissez mieux que personne, vous les dénoncez régulièrement. Mais ce que je peux vous garantir, c'est comme sur tout un tas d'autres sujets difficiles, je ne lâcherai rien. Il faut qu'on regarde en Europe ce qu'on est capable de faire. Nous le faisons avec la révision de la directive sur la commande publique et nous irons jusqu'au bout. On ne construit pas de souveraineté numérique quand on n'est pas capable d'avoir une vraie politique industrielle. Et cette politique industrielle, c'est se tourner vers nos entreprises et vers nos acteurs de l'innovation et du numérique. Je vous remercie. C'est quand même le gouvernement La parole qui a choisi dans Notre collègue les prestataires. Gold, Hein. pour le groupe Donc, du Rassemblement c'est trop facile de critiquer maintenant que c'est la commande est passée. Vous Hein. avez la parole. Bon, les Merci, RDSE, monsieur les le sociodémocrates. Président. Madame la ministre de la Transition écologique, il ne s'agit plus d'une hypothèse, mais d'un constat. Réchauffement climatique. Limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré n'est désormais plus possible. À peine 10 ans après l'accord de Paris sur le climat, 61 scientifiques de renom l'affirment dans un rapport destiné aux décideurs publics. En raison de notre incapacité collective à diminuer les émissions de gaz à effet de serre, notre bilan carbone résiduel sera épuisé dans moins de 3 ans, provoquant une hausse durable des températures dont les activités humaines sont les seules responsables. Il va faire Les chaud. conséquences sont bien connues puisqu'elles figuraient déjà dans un premier rapport du GIEC en 1990. Malgré ces J'étais même alertes pas né. appuyées, répétées et inquiétantes, les politiques ne semblent pas avoir pris la mesure de la gravité de la situation. Pire, on assiste à un recul sur toutes les thématiques en matière environnementale. Hier, l'Assemblée nationale a retrouvé la raison en rejetant le texte prévoyant un moratoire sur toute nouvelle installation éolienne et photovoltaïque. Mais avec la réduction du fonds vert, la suppression des zones à faible émission, les conflits sur les conditions d'accès à l'eau, l'avenir incertain de MaPrimeRénov', nous sommes nombreux à assister impuissants à une vague de retour en arrière, alors même que nous n'avons déjà jamais fait assez. Madame la ministre, une très large majorité de la population souhaite que le gouvernement agisse face au changement climatique, mais ce sont les climato-sceptiques qui parlent le plus fort. Vous avez appelé les parlementaires à la responsabilité. Salut Stéphane, bienvenue sur ce stream. Votre collègue ministre de l'Industrie également, qui connaît particulièrement les enjeux de la souveraineté énergétique. Je compte sur ton lobbying. Nécessite des mesures de long terme. Plus on parle Dépasse climat, là. Un mandat électoral et encore plus celui d'un gouvernement en période d'instabilité politique. Ça s'est bien passé chez Aussi, Hugo? Madame la ministre, que comptez-vous faire pour que votre gouvernement ne soit pas celui du renoncement? Pour vous répondre, Ça dit les termes. Madame Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Gold. Vous avez raison, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. L'inaction climatique est une arme de destruction massive. Et quand bien même nous, Français, nous tenons notre trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre, car je veux dire ici, et le Conseil d'État l'a confirmé, que nous sommes sur la bonne trajectoire de baisse. Et des oui, émissions c'était de gaz à calme effet par de rapport serre à hier fin à l'Assemblée 2024, nationale. Et je suis très précise, je n'ai pas parlé de 2025. Nous avons réussi à faire baisser d'1 degré à 1,5 degré la trajectoire planétaire ensemble grâce aux accords de Paris. Il est vrai que le compte n'y est pas et que d'ici 3 ans, nous aurons épuisé sur l'ensemble de la planète notre budget carbone. Alors non, le gouvernement ne désarme pas. Il ne désarme pas sur la planification écologique, car comme vous le savez, et vous l'avez mentionné, merci de le faire, avec mon collègue Marc Ferracci, nous continuons à tenir Lâche le micro, la barre Agnès. pour avoir une programmation pluriannuelle de l'énergie qui soit équilibrée pour le pouvoir d'achat des Français, équilibrée pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre et équilibrée pour nous permettre de réindustrialiser en nous appuyant sur les énergies renouvelables et sur le nucléaire. Nous continuons à agir aussi en déployant le reste de la planification écologique, le plan national d'adaptation au changement climatique, la stratégie nationale biodiversité, la programmation, le plan national la stratégie nationale bas carbone.
Tous ces textes sont très importants et ce sont plus que des idées abstraites parce qu'ils trouvent à se territorialiser sur le territoire. Et aujourd'hui, jamais autant de maires, jamais autant d'agglomérations et de présidents de régions et de régions n'ont investi dans la transition écologique. Alors vous, oui, vous avez raison, il faut continuer à tenir le cap. Je compte sur vous, nous aurons un rendez-vous important avec le budget. Nous devrons faire des efforts, mais n'oublions jamais que la dette financière doit être gérée en pensant à la dette écologique pour les générations futures. Monsieur Gold, vous avez 13 secondes, non? Ah non, il n'intervient pas, ok. Monsieur le Président Patrick Kanner pour le groupe socialiste. Et donc c'est François Bayrou qui va lui répondre. Républicain. Les socialistes. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, La censure, alors que la la France censure. a besoin de stabilité La dans un censure, la contexte censure. international terrifiant, alors que les Français réclament plus de justice sociale, fiscale et une amélioration de leur pouvoir d'achat, alors que le 19 décembre dernier, à Matignon, dans une réunion avec les formations politiques que vous aviez convoquées, vous affirmiez, je vous cite, que le déblocage du pays nécessite de reprendre la réforme du régime des retraites. La censure. Une réforme injuste, imposée brutalement par Mme Borne et rejetée par 85% de nos concitoyens. Or, depuis 48 heures, vous vous retrouvez l'otage de l'intransigeance assumée, provocatrice, irresponsable d'un patronat arc-bouté sur ses intérêts financiers à court terme et refusant de privilégier le paritarisme, gage d'une démocratie sociale efficace. Des avancées concrètes. C'est la faute du MEDEF. Demain. Reconnaissance des carrières hachées, notamment pour les femmes, élargissement du compte pénibilité, accès anticipé à la retraite sans décote, financement sécurisé, la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC étaient prêtes à s'engager. Le patronat, non. Et vous, Monsieur le Premier ministre. Alors soyons clairs, nous restons fermement opposés à l'injustice structurelle de l'augmentation de l'âge légal de départ à la retraite. Cet impôt sur la vie, nous continuerons toujours à le combattre avec détermination. Mais en responsabilité et dans l'intérêt de millions de Français, il faut donner une chance à la politique des petits pas. Et j'en viens à ma question. Monsieur le Premier ministre, dans votre lettre du 16 janvier, vous vous étiez prêt à présenter au Parlement les avancées issues des partenaires sociaux, même sans accord global. C'était le sens de la question posée par mon collègue Boris Vallaud hier après-midi. Allez-vous donc sortir de l'ambiguïté, de l'impasse actuelle et redonner le dernier mot au Parlement? Hein? Pour vous répondre, Ça ou la censure. parole est à Monsieur le Premier ministre. Et sachant que depuis la semaine dernière, je chronomètre le temps de parole du Premier ministre, même s'il n'a pas de limite de temps de parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Patrick Kanner, vous avez retracé le cadre de la situation et je veux dire des choses Lâche le micro, extrêmement précises. La première, c'est que il est faux de penser ça commence. que le conclave, comme on l'a appelé, ait été un échec. Au contraire. Mais il est dans le déni. Et nous verrons, j'espère dans quelques heures, que ça n'était pas le cas. Micro. Vous avez rappelé à très juste titre que des avancées très importantes ont été acceptées et voulues, consenties en tout cas, par tous les acteurs présents autour de la table, les syndicats de salariés que vous avez cités et les représentants des entreprises. Avancées très importantes qui allaient dans le sens de ce que le gouvernement et je crois la nation souhaitent, c'est-à-dire un équilibre pour le régime des retraites et le règlement en termes de justice de situations très importantes. Je pense par exemple aux femmes, à la situation des femmes ayant eu des enfants. Comme vous le savez, hier matin, après avoir constaté que les participants à cette réunion s'étaient séparés sans accord, j'ai invité tous les participants à venir me rencontrer. Ils sont tous venus jusque hier soir assez tard. Il se trouve que je considère, quant à moi, que le chemin existe pour ne rien perdre des avancées qui ont été consenties. Je vais continuer à travailler avec eux jusque demain après-midi. Ça, c'est une sacrée avancée. Demain après-midi, je dirai aux Français ce que nous pouvons trouver comme accord. Et s'il demeure des points de désaccord, le gouvernement les tranchera. Je serai ainsi absolument fidèle au texte que vous avez imparfaitement cité. Et je me suis engagé à ce que
Si cet accord entraînait des dispositions législatives, elles seront soumises au Parlement et le Parlement aura toutes les occasions de s'exprimer sur ce sujet pour le plus grand bien du pays et pour le sentiment moral que nous devons éprouver à l'égard des générations qui viennent. Je vous remercie. Bah, tic-tac, hein, parce que la motion de censure, elle va bientôt être déposée. Hein. Bon, il n'a pas tant dépassé tant que ça. Monsieur le Premier ministre, je ne suis pas vraiment convaincu, parce que c'est j'aurais aimé dit. une réponse plus claire de votre part, à savoir que le Parlement réexaminerait l'ensemble de ce dossier des retraites. Vous vous engagez aujourd'hui à présenter quelques dispositions au Parlement. Je ne sais pas si c'est la censure ou la menace de censure qui a du bon. C'est ce que j'allais dire. En l'espèce. En tout cas, Monsieur le Premier ministre, sachez que vous avez intérêt à parler aux républicains, au sens large du terme, de ce pays, plutôt que de vous lier éventuellement au bon vouloir du RN. Ça a coûté cher à votre prédécesseur. Ah non, il y a encore 2 autres interventions de François Bayrou. Madame la Présidente. D'affilée en plus. Cécile Cukierman pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Présidente des communistes. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, le conclave sur les retraites s'est achevé sur un échec, et il faut le dire, des négociations. Celui-là même qui vous a permis pourtant d'échapper à la censure cet hiver. Cet échec était prévisible puisque vous avez refusé de mettre sur la table l'abrogation de la retraite à 64 ans. Cet échec est aussi la conséquence de l'obstination du patronat à ne pas céder ni sur la pénibilité ni sur les carrières anticipées. Alors ma question est simple. Allez-vous proposer, comme vous vous y êtes engagé, un projet de loi au Parlement ? Question qui va à l'essentiel, Monsieur le Premier ministre. dont on a déjà eu quelques réponses. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la Présidente Cukierman, je l'ai dit et je le répète, à mes yeux, pour avoir suivi, j'allais dire minute par minute, depuis 4 mois, les négociations qui se sont déroulées avec tous les participants. J'aurais pas dit suivi, j'aurais dit influencé. Représentant des salariés ou représentant des entreprises, des progrès considérables ont été faits et comme beaucoup l'ont dit, l'accord était à portée de la main. On était à quelques centimètres de la réussite du conclave. Est-ce que nous allons laisser Vous croyez que c'est ce qui se dit devant son miroir sans suite? Ma réponse est non. Nous allons, autant que possible, prendre en compte la totalité des concessions et des volontés de se rencontrer qui ont été le fait des salariés et des entreprises. Et le gouvernement prendra ses responsabilités. Non pas, Monsieur le Président Kader, parce que nous aurions été sous la menace d'une censure. Est-ce que je puis vous rappeler qu'on est tous les jours sous la menace de la censure? Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale et chacun s'en est aperçu. On est constamment. Et donc, il est inutile de faire ce que faisait Chantecler, c'est-à-dire de penser que c'est parce que le coq chante que le soleil se lève. Nous avançons c'est quand que tu te couches. De manière déterminée vers les progrès de la société française par les Français eux-mêmes et leurs représentants. Je suis un défenseur de la démocratie sociale et je crois que tout le monde le sait ici. Et la présidente Cukierman, donc, peut être assurée que ce travail ne sera pas oublié, il ne sera pas annulé. Nous allons l'assumer devant les Français dans les responsabilités gouvernementales qui sont les nôtres. Je vous remercie. Il dépasse pas tant que ça du temps de parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Votre totem d'immunité reposait sur 2 choses. L'organisation d'une négociation sur la réforme des retraites et le retour devant le Parlement avec un projet de loi. 4 mois, vous l'avez rappelé, sont passés et vous n'avez respecté aucune des conditions de votre accord passé avec les parlementaires socialistes. Et je vous cite, Monsieur le Premier ministre, « Cette discussion aurait lieu sans totem ni tabou et plus loin de dire, comme je l'ai à nouveau indiqué hier au Sénat, le Parlement aura, en tout état de cause, le dernier mot. »
Or, vous avez déclaré dès le début de la réunion du conclave que le retour à 62 ans était exclu des issues possibles et vous avez ajouté que les propositions devaient permettre de dégager 6 milliards d'euros pour équilibrer le système. Vous avez donc sciemment dénaturé la négociation et empêché j'ai dit influencer, le moi. dialogue social auquel vous semblez si attaché de se tenir avec sérénité. Il y a 10 jours, vous annonciez qu'il existe un chemin pour un accord. Hier et encore aujourd'hui, vous nous répondez qu'un chemin existe pour sortir de l'impasse. Alors pardonnez-moi, monsieur le Premier ministre, mais si je crois en votre goût de la randonnée, je ne vous accompagnerai pas dans le Jurançon de crainte de m'égarer sur un de vos fameux chemins qui ne sont de fait que des impasses. L'abrogation, oui, demeure à nos yeux et encore à ce jour fortement attendue et exigée par une grande majorité de nos concitoyens. Elle demeure la seule issue pour répondre à leurs attentes, y compris celle de la pénibilité et du temps de travail. Merci. J'adore la figure de style. Je souhaite saluer notre doyen Jean-Marie Van Lerenberg. En effet, sénateur du Pas-de-Calais depuis 2001, il a décidé de mettre un terme le 31 août prochain à son mandat après 24 années passées au sein de notre Haute Assemblée. Je voulais, au nom du Sénat, le remercier pour son engagement, d'abord au sein de la Commission des affaires culturelles, puis au sein de la Commission des affaires sociales, dont il a été vice-président puis rapporteur général pendant 7 ans. Alain Milon s'en souvient particulièrement bien. Au cours de ses mandats successifs, il a contribué à de nombreux travaux du Sénat en matière sociale. Je pense au projet de loi de financement de la sécurité sociale, mais aussi aux textes relatifs à l'amélioration de notre système de soins, à l'évolution de notre système de retraite ou encore aux transformations du marché de l'emploi. Il a présidé en 2005 la mission d'information sur le bilan des conséquences de la contamination par l'amiante, dont les travaux ont fait date et dont je me souviens personnellement particulièrement. Je vais maintenant lui donner la parole en lui exprimant la gratitude du Sénat. Voilà. Donc c'est le président du groupe de l'Union centriste qui va faire sa dernière déclaration. Dernière question au gouvernement. Voilà. 24 ans de présence au Sénat. Hein. C'est presque mon âge. Hein. Merci. Bon, j'ai quelques balais de plus, hein, mais quand même. Merci, monsieur. Merci, monsieur le président. Merci, mes chers collègues. Je ne suis pas sûr de mériter toutes ces louanges, mais je les accepte bien volontiers. Alors, monsieur le Premier ministre. C'est vraiment un monde à part, le Sénat. Hein. Le conclave ne s'est pas achevé par une fumée blanche. Encore comme le conclave. Nous l'espérions. Je le regrette. Mais comme vous, je pense qu'il ne faut pas en rester là. Vous aviez décidé, en effet, il y a 5 mois, de confier aux partenaires sociaux le soin de réviser la réforme des retraites. Vous précisiez alors qu'il s'agissait d'une discussion ouverte, sans tabou, sans totem, pas même sur l'âge d'ouverture des droits. Sauf que. Vous précisiez quand même qu'il fallait respecter l'équilibre en 2030 du système. Mais vous aviez, c'était une chance, là une chance inespérée, on peut le dire, pour le paritarisme et le dialogue social auquel vous êtes attachés, comme nous tous d'ailleurs. Qui y a cru ici? Alors, qui y a cru dans le chat au conclave? Aux sources, en quelque sorte, pour les partenaires sociaux, pour les syndicats et le patronat, qui pendant longtemps ont géré exclusivement le système des retraites, et notamment celui du privé. Alors, comme l'est d'ailleurs toujours le système complémentaire, la retraite complémentaire, la GIRC-ARCO, qui, avec 86 milliards de réserves et environ 100 milliards de dépenses, est un système exemplaire. C'est une gestion qui mérite effectivement d'être saluée. Alors, monsieur le Premier ministre, vous avez donné l'opportunité aux partenaires sociaux de reprendre la gouvernance du système, au moins pour les 80% de salariés qui sont dans le secteur privé. J'ai d'ailleurs noté que l'ensemble des participants au conclave étaient favorables à cette gouvernance qui rapprocherait le régime de base du régime des complémentaires pour le privé, je précise toujours. Les premières conclusions aussi, vous y avez fait allusion, faisaient même état d'avancées sur des questions essentielles,
comme la pénibilité, comme le droit des femmes, des mères de famille, et sur bien d'autres sujets. Donc pour moi, comme pour vous, une voie de passage existe. Alors, Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Désormais, que comptez-vous faire, pour le système des retraites? Merci. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Alors, quand c'est la dernière question d'un sénateur, en général, il n'y a pas trop de limite de temps de parole. Bon, on évite de faire 15 minutes, mais on compte moins sur le temps de parole. Monsieur le sénateur Jean-Marie Vanlerenberghe, les compliments qui ont été ceux du président, relayés par les applaudissements nombreux de l'Assemblée, peut-être un certain nombre de sénateurs ne savent pas que j'aurais pu y joindre les miens depuis le premier jour de mon engagement politique. Beaucoup, naturellement, n'ont pas suivi cette longue histoire de militantisme, d'amitié entre nous. On ne veut pas savoir tout ce que vous avez fait ensemble. Je revis sans cesse, en vous voyant, l'épisode qui a fait que, tout jeune garçon venant de passer l'agrégation, je suis allé sonner à la porte du parti politique qui est toujours le nôtre, le vôtre et le mien. J'avais à peine 20 ans et celui qui m'a accueilli derrière la porte, c'était un certain Jean-Marie Vanlerenberghe. C'est dire que ça n'est pas une histoire récente. Dans cette histoire, il y a des convictions. Et parmi ces convictions, il y a l'attachement à l'idéal de démocratie sociale, c'est-à-dire l'idée qui n'est pas acceptée sur un certain nombre de bancs, qu'il est des domaines de la vie de la société, qui ne relèvent pas du politique, mais qui relèvent de la société civile organisée et des corps intermédiaires. C'est ainsi qu'on peut apaiser une société au lieu de perpétuellement la rendre plus conflictuelle. Nous pensons, vous et moi, et Dieu sait que nous en avons parlé pas beaucoup moins de 1000 fois, nous pensons que la question des retraites est de ces questions-là. Nous avons, vous et moi, perpétuellement cru que la responsabilité des partenaires sociaux pouvait être engagée et bienfaisante. Et nous le croyons encore. Et nous le croyons encore, c'est votre question, à la lumière de cette négociation sur les retraites dont nous pensons, nous, qu'elle peut aboutir positivement, qu'en tout cas, elle a fait considérablement progresser les choses. Et donc, je vous confirme la détermination qui est la nôtre, qui est celle du gouvernement, et que je suis sûr vous approuvez, de faire que rien ne soit perdu du chemin qui a été parcouru et que nous puissions mener jusqu'à son terme le travail de concertation qui a été celui des organisations syndicales et patronales. En tout cas, permettez-moi, devant le Sénat, de vous adresser des remerciements affectueux. Merci. La parole est à notre collègue Anne Souiris pour le groupe Écologiste Solidarité et Territoires. Les écologistes, c'est fou, hein. François Bayrou, dès qu'il dit une phrase, c'est pour lâcher une dinguerie. Ministre, qui aurait pu prédire que la droite et l'extrême droite allaient s'allier pour attaquer l'écologie? Nous sommes en guerre. Les scientifiques, ça vous rappelle quelque chose? Les scientifiques nous disent que l'objectif de limiter le réchauffement climatique global à 1,5 degré n'est plus atteignable. Après les ZFE, le ZAN et MaPrimeRénov', les Républicains et le Rassemblement national se trouvent un nouveau point commun, chantre de la décroissance des énergies renouvelables. L'énergie solaire et éolienne, ses entreprises et ses employés, la réduction des gaz à effet de serre. Tout cela, Monsieur le ministre, a failli être abandonné hier à l'Assemblée nationale grâce à vos amis. Fessenheim, déjà arrêté, aurait été ouverte grâce à une extrême droite toute puissante. En bref, voilà ce que nous propose Laurent Wauquiez et l'extrême droite. Le retour à la lampe à huile, le backlash écologique, le climato-négationnisme. Hier, l'Assemblée nationale a rejeté la PPL Grémillet et son moratoire, tant mieux. Mais aujourd'hui, Monsieur le ministre, soyons concrets.
Maintenez-vous cette proposition de loi à l'ordre du jour du Sénat le 8 juillet ? Publierez-vous le décret de programmation de l'énergie avant cette deuxième lecture ? Autrement dit, Ligne rouge du RN pour oubliant censurer, les hein, promesses normalement. d'Emmanuel Macron, votre coalition va-t-elle définitivement fermer le banc d'une programmation énergétique ambitieuse pour les énergies renouvelables qui seule peut protéger notre souveraineté et le climat ? Il y a encore 2 jours, Marc Ferracci était favorable au décret pendant l'été. Monsieur Ferracci. Est-ce qu'il a mis de l'eau dans son Monsieur vin? le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, Madame la sénatrice, merci pour votre question qui me permet de redire ici que le cap de notre politique énergétique reste inchangé. Ce cap, c'est de sortir de la dépendance aux énergies fossiles. Sortir de la dépendance aux énergies fossiles, c'est un enjeu climatique, vous l'avez dit, c'est aussi un enjeu de souveraineté, quand ces énergies représentent 60% de notre consommation énergétique, quand elles pèsent à hauteur de 70 milliards d'euros sur notre balance commerciale, et quand elles nous mettent à la merci de pays qui exportent et qui sont pour certains désormais hostiles à la France et à l'Europe. Donc nous avons ce cap, et ce cap, eh bien, nous allons l'atteindre grâce à une stratégie qui marche sur 2 jambes, grâce à un mix énergétique qui repose sur le nucléaire et sur les énergies renouvelables. La proposition de loi qui a été préparée, travaillée par le sénateur Daniel Gremillet, dont je veux saluer ici le travail, fournissait un cadre pour donner ce cap, une loi de programmation. Cette proposition, elle a été, vous l'avez dit, dénaturée dans le cadre des débats qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale, avec des amendements complètement absurdes du point de vue industriel, c'est la réouverture de Fessenheim. Ouais, non, le nucléaire, c'est décarboné. Hein. Extrêmement fragile du point de vue juridique, et notamment au regard du respect du droit européen, avec des amendements, et c'est notamment ce fameux moratoire sur les énergies renouvelables, qui sont dévastateurs pour nos filières industrielles et pour l'économie dans nos territoires. C'est la raison pour laquelle ce texte a été rejeté. Je pense qu'il était nécessaire qu'il le soit. Ce texte va poursuivre son cheminement. Il est inscrit au Sénat le 8 juillet, et je pense que la sérénité doit reprendre ses droits dans les débats. S'agissant du décret qui porte le PPE, ce décret, il est réclamé par les filières industrielles. Il est aussi réclamé pour mettre notre politique nucléaire en cohérence avec ce que nous souhaitons faire. Mais ce décret ne sera pris qu'une fois que la représentation nationale aura pu débattre, voter et converger sur un texte. Je vous remercie. Merci. Madame Joris. La question, monsieur le ministre, c'est que le « et » à la place du « nini », parfois, ça fait du « en même temps ». Et à quoi cela aboutit-il ? Quel est le chemin ? Pour l'instant, nous ne le voyons pas. Vous savez, la loi était d'abord au Sénat, et la loi au Sénat, elle était déjà profondément insatisfaisante, puisque vous dites c'était le nucléaire et les renouvelables, mais c'était sans les renouvelables. Donc, il en manquait quand même un très grand bout. N'oubliez pas, la droite et l'extrême droite sont en train de saccager l'écologie et l'accord de Paris. Vous avez un engagement sur cette question. J'espère que cet engagement tiendra. Vous devrez choisir. Merci beaucoup. Tiens, bah ça y est, Gérard Larcher se réveille. La parole est à Madame la Présidente Muriel Jourda pour le groupe Les Républicains. Les Républicains, de retour. Attendez, j'ai perdu ma ligne. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, vous avez jugé utile d'inscrire c'est Patrick Mignola qui va répondre. Un texte modifiant les modes de scrutin des villes de Paris, Lyon et Marseille. PLM. Ce texte est apparu assez tardif, non seulement au regard de la date des élections municipales, mais aussi de la date de la période électorale qui va commencer en septembre prochain. Cette tardivité et une certaine impréparation du texte ont été soulignées par le Sénat. Elles ont été soulignées par le président Larcher, mais elles ont été aussi soulignées par le président Darnaud lors d'une série de questions au gouvernement en date du 19 février dernier. Face à cette question, vous aviez répondu « Seul le Parlement sera souverain, pas le gouvernement ». Je n'imagine pas, avez-vous dit, je n'imagine pas qu'un texte puisse être adopté sur ce sujet sans qu'un accord soit trouvé entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Dès lors, je n'ai pas imaginé que vous passeriez outre l'avis de la Chambre des territoires, surtout sur un texte qui touche les collectivités territoriales. En particulier Paris, Lyon, Marseille. Or, lorsque nous avons travaillé ce texte, nous avons découvert que non seulement il était tardif, mais qu'en plus, il avait été écrit avec une légèreté quasiment irréparable, de sorte que nous l'avons rejeté à une assez forte majorité au Sénat. Vous avez pourtant immédiatement convoqué une commission mixte paritaire. Celle-ci, en regard de la faiblesse des propositions qui nous ont été faites, n'a pu être conclusive. C'était hier matin.
Et je lis dans les journaux que vous souhaiteriez continuer ce processus électoral, mais je ne crois pas nécessairement ce que je lis dans les journaux. Alors, Monsieur le Premier ministre, pouvons-nous savoir ce que vous imaginez désormais pour ce texte ? Si j'ai bien compris, ils veulent l'envoyer en lecture définitive à l'Assemblée nationale. La parole est au ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. Monsieur le ministre délégué. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça s'énerve là? Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Pourquoi il Madame la s'énerve Présidente Jourda, à vous, plus encore qu'à quiconque, je vais faire une réponse. Les institutions, Génial. rien que les institutions, mais toutes les institutions. Ah bah merci pour le follow, tiens. Le gouvernement exerce sa responsabilité avec une Assemblée nationale qui n'a Et pas de merci pour le sub, merci à toi. Bienvenue. parfois en désaccord. Et dans ce cas-là, c'est le cycle institutionnel qui permet d'aller vers le compromis, et c'est dans cet esprit que le Premier ministre nous demande de travailler. Sinon, qu'arriverait-il au texte d'origine sénatoriale et que le gouvernement soutient? Je pense à la loi Duplon. On vient d'évoquer la loi Gremillet. Au mois de septembre, ce sera la loi Trace. Il est possible qu'il y ait des différences de vues profondes, fondamentales, entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Alors j'entends évidemment vos préventions légitimes et qui ont été relayées par le président du Sénat, aujourd'hui encore, sur ce que serait un dernier mot donné à l'Assemblée nationale. Mais nous n'en sommes pas là. Parce que si on applique les institutions, lorsqu'une CMP n'est pas conclusive, les deux chambres sont saisies chacune pour nouvelle lecture. Le souhait du gouvernement, compte tenu de ce que je viens de dire, c'est de tout faire pour qu'un compromis soit envisagé. Moi, je veux rendre hommage au travail qui a été fait par la rapporteure Josande et par le rapporteur Mattei, qui ont travaillé ensemble, qui, s'appuyant sur le cabinet du ministre de l'Intérieur, ont pu émettre des propositions qui sont conformes aux attentes du Sénat, en particulier s'agissant du rôle des maires d'arrondissement et des compétences des arrondissements avec les mairies centrales. J'ai compris que ces propositions, qui avaient fait l'objet de grands efforts, n'ont pas été regardées très longtemps, et que certains échanges, pas tous, mais certains échanges avaient peut-être moins scintillé de bonne foi que nous l'aurions souhaité. Oula. Désormais, quoi? L'engagement du gouvernement, c'est, dans le cadre d'une nouvelle lecture dans chaque chambre, de travailler à ce compromis, parce que c'est à ce prix que nous saurons faire fonctionner nos institutions. Lâche le micro, Patrick. Madame la Présidente. Monsieur le ministre chargé des relations avec le Parlement, quand je lis ce que vous avez dit vous-même le 3 juin dernier, parlant de ce texte, le gouvernement va prendre une décision en concertation avec les deux assemblées et les groupes parlementaires qui les composent, c'est forcément une décision collective. Quand j'entends ce que vous me dites aujourd'hui, je me demande lequel de nous deux est de bonne foi. Et bim, mange tes morts. La parole est ça à applaudit notre à tout le monde, collègue hein. Thierry Cozic. Pour le groupe des socialistes. Parce que Gérard Larcher est un peu débordé, donc je vais l'assister. N'oubliez pas, hein, je suis futur président du Sénat. Un jour, je serai président du Sénat, donc je me prépare à mon rôle. Thierry Cozic pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Voilà, je ferai respecter l'ordre. Candidat de l'ordre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, en février dernier, alors que tout nous conduisait à la censure, le Parti socialiste a pris ses responsabilités afin de doter notre pays d'un budget. Contre la non-censure, nous actions avec vous, par écrit, diverses mesures. Parmi celles-ci, la création d'un dispositif fiscal visant à taxer les hauts patrimoines, générant ainsi 4 milliards de recettes, afin de rétablir un semblant de justice fiscale que 8 ans de macronisme ont totalement détruit. Force est de constater aujourd'hui que vous avez décidé de nous payer en billets de Monopoly. Dois-je rappeler que l'attelage gouvernemental, qui est le vôtre, n'est pas plus légitime qu'au lendemain des dernières législatives, dont les résultats ont clairement appelé à votre départ de la gestion des affaires du pays. L'alliance des perdants ne saurait imposer ses vues à ceux arrivés en tête, surtout en matière budgétaire dont le trou béant est encore perceptible à l'œil nu au Trésor. Je me prépare. Le mur du budget sur lequel vous allez vous écraser se rapproche. Et vous discutez tranquillement de sa couleur.
Prochainement, vous allez encore nous demander de venir dans une de ces réunions où tout est déjà décidé à l'avance pour mieux vous prévaloir d'une concertation factice qui ne trompe plus personne. Car nous l'avons bien compris, à part des économies sonnantes et trébuchantes qui pèseront majoritairement sur les plus fragiles, rien ne trouve grâce à vos yeux. Sur les retraites, la tenue de vos engagements n'est guère plus satisfaisant et c'est très logiquement que notre politique a déposé une motion de censure. Monsieur le Premier ministre, comptez-vous respecter vos engagements en matière de justice fiscale ou envisagez-vous à nouveau une fuite en avant, vous contraignant à un tango mortifère avec l'extrême droite? Pour vous répondre, Question qui va droit au ministre de l'économie et des finances, droit au but. Monsieur Éric Lombard. Alors Éric. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Thierry Cozic, rien n'est décidé d'avance et c'est peut-être ça le sujet qui nous occupe et qui va nous occuper dans les mois qui viennent, parce que, et le Premier ministre l'a rappelé, mais vous le savez, nous n'avons pas de majorité à l'Assemblée nationale et donc c'est bien dans la concertation que nous travaillons, que nous allons travailler dans les mois qui viennent. Et d'ailleurs, en accord avec le Premier ministre, avec la ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin, nous allons recevoir dans les semaines qui viennent les présidents et présidentes de groupe, naturellement les présidents de commission et rapporteurs généraux, afin d'écouter les propositions et d'élaborer un projet de loi de finances dont le Premier ministre donnera les première ligne vers le milieu du mois de juillet et nous allons poursuivre la concertation à la rentrée afin de rechercher les voies et moyens de trouver l'accord le plus large possible. Alors vous citez deux questions qui ont effectivement fait l'objet de discussions plus particulières avec votre groupe et vos collègues de l'Assemblée nationale. Sur les retraites, il me semble que le Premier ministre a été d'une clarté tout à fait limpide sur le fait que la réunion, le dialogue entre les partenaires sociaux ayant abouti à quelques centimètres près, le Premier ministre allait chercher les voies et moyens de faire en sorte que ces derniers centimètres soient parcourus d'une façon ou d'une autre, mais je ne veux pas le paraphraser. Revenons à la politique, s'il Quant vous aux plaît. engagements qui ont été pris en matière fiscale, naturellement, ces engagements seront tenus. C'est inutile de penser le contraire de la part du Premier ministre que vous connaissez. Nous allons en préciser les détails au fur et à mesure parce que vous avez bien compris que dans ce trajet qui est le nôtre, c'est bien dans le dialogue que ce texte va se construire. Donc, je veux redire notre entière disponibilité avec vous-même, avec vos collègues, pour préparer ce texte et, je l'espère bien, permettre que nous ayons un budget équilibré et efficace et utile à la rentrée prochaine. Je vous remercie. Monsieur Cozic. Ah, Avec oui, quelques il y secondes. avait encore du chrono. Oui, alors c'est-à-dire 40 secondes. hein. Ministre, j'entends concertation. La concertation implique aussi des engagements. Mais en ne respectant pas ces engagements, vous vous exposez à la censure, ce qui, de facto, vous replace dans la main de l'extrême droite. Monsieur Barnier peut en témoigner, ce n'est pas la meilleure des positions. Ne jouez pas le budget de la France à la roulette russe. Merci. La parole est à notre collègue Marie-Jeanne Bellamy pour le groupe Les Républicains. LR, le retour. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, cela fait des années que les maires de France attendent un véritable statut de l'élu local. Ah oui, c'est vrai. Cela fait plus d'1 an que le Sénat a répondu à cet appel avec une proposition de loi conforme à leurs attentes et adoptée à l'unanimité au sein de cette Assemblée. Pour autant, Aujourd'hui, les injures et diffamations publiques contre les maires sont quotidiennes. Les menaces fréquentes contre leur personne ou leurs biens. Les agressions physiques se banalisent. bon courage aux maires de Et leur France. charge mentale ne cesse d'augmenter. Alors que lassitude et découragement se multiplient, nombre de maires renoncent à se représenter On bat des records. ou rencontrent des difficultés à poser leur liste, faute de candidats, à moins de 9 mois des prochaines municipales. Nos élus ne demandent pas la promesse des grands soirs. Ils souhaitent simplement une reconnaissance concrète de leur engagement, une meilleure protection et des conditions d'exercice compatibles avec une vie personnelle et professionnelle. Après de nombreux reports, l'Assemblée nationale ne saisit enfin du texte à partir du 7 juillet prochain. Pendant la Que la session route est longue, extraordinaire. dès lors que la procédure accélérée n'a pas été actée. Monsieur le Premier ministre, vous qui êtes maire et attaché à ce mandat,
pouvez-vous prendre l'engagement solennel devant le Sénat que ce texte sera bien inscrit à l'ordre du jour du Sénat dès septembre, que tout sera mis en œuvre pour que ce texte soit promulgué avant la fin de cette année? Il y a urgence, les élus ne peuvent plus attendre. Je vous remercie. Ouais, comment il va faire François Bayrou pour faire campagne sur Pau Pour vous s'il reste répondre, Premier ministre? C'est pour ça qu'il faut le la parole censurer. est au ministre de l'Aménagement du C'est de Territoire et de la l'utilité publique. Décentralisation. Monsieur Les François Paloises et les Noël, Palois vous n'attendent avez que la ça. parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice, Arrêtez de trifouiller le micro. bien évidemment, nous partageons merci pour la votre source. analyse, puisque ce texte sera inscrit le 7 juillet à l'Assemblée nationale. Ce texte, il est attendu par tous les élus de France, vous l'avez souligné. Et moi-même, ancien maire de la ville de Dijon, je connais l'importance de ce texte. Je sais ce qu'en attendent les élus. Je peux même vous dire qu'il y a de ce côté-là, y compris à l'Assemblée nationale, je l'espère, la même volonté que celle qui s'est exprimée au Sénat à l'unanimité l'année dernière par ce texte qui était porté par une des vôtres, puisque à l'époque, Madame Françoise Gatel était sénatrice. Elle est maintenant ministre auprès de moi. Et nous tenons tous les deux, sous l'autorité du Premier ministre, absolument à ce que ce texte soit d'abord présenté à l'Assemblée et puis revienne au Sénat au mois de septembre, comme vous me l'avez demandé. Effectivement, les élus de France attendent des meilleures conditions d'exercice de leur mandat, vous l'avez dit. Ils attendent une protection fonctionnelle, une véritable protection fonctionnelle face aux agressions et aux insultes auxquelles ils sont soumis. Ils attendent également la fin de ce fameux conflit d'intérêts public-public qui fait qu'ils sont obligés de se déporter sans cesse, au point que tenir une réunion d'un conseil municipal aujourd'hui devient presque une gymnastique de mathématiques et de calcul. Ils attendent aussi des facilités pour renouveler les élus, les candidats élus. Par exemple, des jeunes étudiants, nous voulons leur faciliter la vie pour accéder au statut d'élu. Alors je voudrais vous dire avec force ici et avec vigueur que nous attendons tous ce texte et je le défendrai au nom du Premier ministre, bien évidemment, je le défendrai à l'Assemblée nationale et je serai très heureux de revenir le défendre ensuite au Sénat. Merci. Madame Bellamy, avec quelques secondes. Ça va être très court. Je le redis, il y a vraiment urgence. Les élus attendent vraiment. Si Ah oui, effectivement, c'était court. la parole est à notre collègue Olivia Richard pour le groupe de l'Union centriste. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, mes chers collègues. 1145. Depuis 1145 jours, nos compatriotes Cécile Kohler et Jacques Paris sont retenus en otage par le régime iranien. 1145 jours, sans jugement, sans contact régulier avec leur famille ni le poste diplomatique, dans des conditions de détention contraires tant au droit international qu'au droit iranien. Les tirs qui ont visé la prison d'Evin augmentent encore notre inquiétude. Malgré les demandes répétées de notre diplomatie, que mon homologue de l'Assemblée nationale, Aïda Hadizadeh, et moi-même avons pu relayer auprès de l'ambassadeur d'Iran à Paris, toujours aucun contact avec eux depuis les frappes israéliennes, malgré les promesses répétées. Alors qu'un fragile cessez-le-feu entre l'Iran et Israël a été annoncé par le président Trump, va s'ouvrir une nouvelle phase qui balaie les espoirs des opposants au régime des mollahs, voire qui pourrait les mettre en danger. Une chasse aux sorcières pourrait avoir lieu en Iran. Potentiellement, ceux perçus comme des opposants au régime seraient menacés. Monsieur le ministre, mes chers collègues, notre ambassade est restée ouverte. Nos agents sont en poste. Je veux vous dire notre soutien à notre chargé d'affaires, Rémi Boilegue, ainsi qu'à toute son équipe qui, dans des conditions qu'on imagine difficiles, reste là, aux côtés de notre communauté française, malgré l'hostilité ambiante. Je veux saluer ce qu'ils ont pu mettre en place au niveau régional avec le soutien du centre de crise du Quai d'Orsay pour assurer un accompagnement à chacun de nos ressortissants qui l'ont souhaité. Pierre Cochard, nommé ambassadeur de France en Iran, devrait prendre son poste dans les prochaines semaines. Monsieur le ministre, la mission, nous savons l'engagement de la diplomatie française pour favoriser une désescalade. Nous pouvons être fiers des efforts entrepris par notre ministre des Affaires étrangères. La France a joué un rôle de facilitateur dans la négociation du fragile cessez-le-feu et nous pouvons le saluer. Nous restons une voix utile. Monsieur le ministre, ma question n'est pas simple.
Quelle est aujourd'hui la position de la France face au régime iranien? Vous accepteriez, vous, un poste d'ambassadeur en Iran, vous? Benjamin Haddad. Là, maintenant, en plus? Genre Merci, demain, Monsieur tu le pars en Président, Iran, mesdames à et messieurs les Téhéran? sénateurs, Madame la sénatrice Richard, sur ce sujet si grave, la voix et la position de la France a toujours été claire et constante. Claire et constante pour dénoncer les activités déstabilisatrices du régime iranien, qui ne peut pas et ne doit pas se doter de l'arme nucléaire. Et on a vu, révélé par l'AIEA, les dernières violations du traité de non-prolifération par l'Iran. Le régime iranien qui développe son régime de missiles balistiques qui pourrait frapper Israël, qui est menacé par l'Iran directement. L'Iran dit vouloir menacer et détruire Israël, mais aussi les pays européens, dont la France. L'Iran qui soutient le terrorisme à travers la région, que ce soit le Hamas responsable des attentats barbares du 7 octobre, que ce soit le Hezbollah qui a entraîné le Liban dans une guerre dévastatrice, ou encore les Houthis au Yémen qui déstabilisent la région. L'Iran, dont les missiles et les drones sont utilisés quotidiennement le Yémen, par la une Russie crise dans sa guerre humanitaire d'agression contre les civils ukrainiens, terrible. et qui continue d'emprisonner de façon indigne et inacceptable nos compatriotes Cécile Collère et Jacques Paris depuis aujourd'hui 3 ans. La voix de la France a toujours été claire et constante pour protéger nos ressortissants à travers la région. Et je vous remercie de ce que vous avez dit pour la mobilisation de nos personnels diplomatiques et consulaires, pour l'action quotidienne, jour et nuit, du centre de crise. Et nous avons aujourd'hui plus de 1000 ressortissants français qui ont été sortis d'Israël par la mobilisation des A400M dans les derniers jours. Et nous continuerons bien sûr à nous mobiliser pour le rapatriement de tous nos ressortissants. Une action et une voix constante et claire aussi pour rappeler partout à la diplomatie, au respect du droit international et au multilatéralisme. Car, Madame la sénatrice, il n'y a pas de solution durable au problème nucléaire iranien uniquement par la voie militaire. C'est la voie qu'a toujours portée la France, déjà à l'époque de la négociation du JCPOA, l'accord nucléaire iranien de 2015, qui a été dénoncé, on le sait, par l'administration Trump lors de son second mandat. Et alors que le fragile cessez-le-feu commence à prendre effet, nous appelons toutes les parties à se remettre autour de la table des négociations pour pouvoir trouver une solution diplomatique durable et un cadre de sécurité qui protégera nos partenaires dans la région. C'est la voie que continuera à porter la France avec ses partenaires européens. Non, c'est vrai, on ne parle pas du Yémen, mais le Yémen, c'est terrible. La La parole est à notre collègue situation là-bas. Jean-Jacques Panunzi pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, votre engagement et celui du Gouvernement en faveur de la dévolution à la collectivité de Corse d'un pouvoir législatif devrait se traduire prochainement par l'inscription à l'ordre du jour du Conseil des ministres d'un projet de loi constitutionnelle, une fois que le Conseil d'État aura rendu son avis. Viendra par la suite l'élaboration de la loi organique, où il sera alors question de rentrer dans le détail des compétences transférées. Comme vous le savez, la volonté exprimée par une majorité d'élus dans le sillage du président nationaliste du Conseil exécutif, formalisée dans une déclaration de février 2024, consiste à ce que la collectivité dispose de l'ensemble des pouvoirs et compétences non régaliennes, notamment le levier fiscal, la santé, la formation, l'éducation. Ça fait beaucoup de compétences. Depuis le début des discussions de Beauvau, nous vous demandons à disposer des grandes masses budgétaires en flux entrants et sortants. En gros, Monsieur le ministre, combien la Corse génère à l'État de recettes fiscales et à quelle hauteur la solidarité nationale est mobilisée en Corse? Si le rapport de la mission sénatoriale sur l'avenir statutaire de la Corse avait pu être partagé par la commission des lois, nous aurions pu rendre publiques les données précieuses sur la situation économique et budgétaire de la Corse. D'ailleurs, le rapport de la Chambre régionale des comptes, publié la semaine dernière, qui révèle une situation particulièrement dégradée des finances de la collectivité, va dans le sens des données rapportées dans la mission sénatoriale. Monsieur le ministre, il est capital que le gouvernement éclaire la représentation nationale sur ces chiffres, sans lesquels il est impensable qu'elle puisse délibérer en conscience sur la question de l'autonomie de la Corse. Autonomie, et je vous rappelle que la République, elle est une et indivisible. Hein. On n'est pas une République fédérale. Hein. Allez, François. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les sénatrices, Monsieur le sénateur Panunzi. Je suis pas chaud là pour la collectivité de Corse. De poser cette question et d'évoquer ce sujet très important. Je dois dire que la Corse est un de ces territoires de la bonne réunion qui mérite une attention toute particulière.
de par sa géographie, de par son histoire d'ailleurs, la Corse fait face à d'importants défis en termes d'aménagement, en termes de pouvoir d'achat, en termes d'accompagnement des jeunes actifs, d'ailleurs comme des aînés, et puis de tensions, vous le savez, sur le foncier, sur le logement et sur la continuité territoriale. Oui, bah, comme partout en France. À la demande du président de la République et sous l'autorité du Premier ministre, je réunirai prochainement un comité de suivi technique interministériel pour garantir le meilleur soutien de l'État. Vous savez que l'État accompagne depuis longtemps la Corse dans son développement. C'est ainsi qu'il y a eu le déploiement du plan de transformation et d'investissement de Corse, doté de près de 500 millions d'euros, qui succède à un autre plan exceptionnel d'investissement. Mais cet effort a un effet multiplicateur, je dois le dire ici, et consolide le potentiel de la croissance de l'économie de Corse. J'ai bien senti que derrière votre question, vous évoquiez d'autres sujets. Il ne m'appartient pas ici de commenter en quoi que ce soit le rapport de la Chambre régionale des comptes. Ce n'est pas mon rôle. Le processus institutionnel qui devrait conduire à l'autonomie au sein de la République est-il de nature à modifier, on pourrait dire, cette dynamique au bénéfice de l'économie et des habitants de Corse? Voilà là un texte qui a été adopté à l'unanimité, moins une voix, c'est vrai, par l'ensemble des élus de la collectivité. Alors, ah non, pardon, la La collectivité. question réelle que vous me posez, il est très difficile d'y répondre. Quelle est la nature exacte de la relation? Un inventaire comptable est-il pertinent? Si oui, doit-il inclure le seul soutien budgétaire aux collectivités? Ou faut-il comptabiliser les politiques sectorielles nationales? Faut-il interroger chacune des caisses de retraite pour savoir effectivement quel est l'échange entre les deux? Ce travail est complexe, mais il me semble, et c'est mon intuition, que la Corse est... Que vous avez épuisé votre temps de parole. Cet échange, et j'espère être en état très prochainement de vous le prouver par des chiffres. Monsieur Panunzi. Oh, 2 applaudissements. Ça, c'est fou comment même les ministres se font pas applaudir, quoi. Je vais vous citer la déclaration du ministre de l'Intérieur qui a piloté le processus de Beauvau, de M. Gérald Darmanin, qui a déclaré en février 2020... Non, mais il n'est pas là. Pas besoin de le citer. Ceux qui la réclament auront l'autonomie pour leur territoire, mais ils l'obtiendront avec les recettes et les richesses produites localement, pas avec des subventions. Monsieur le ministre, vous voulez apporter une réponse institutionnelle à un problème économique et social. C'est une grosse erreur. Vous rencontrerez les mêmes problèmes qu'en Nouvelle-Calédonie. Bah, au pire, pas d'autonomie, comme ça la question est réglée. Notre collègue la Corse est française. Marie-Arlette Carlotti pour le groupe socialiste, écologiste. Je crois qu'il n'y aura pas de QAG la semaine prochaine. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Je veux vous parler Je prends des risques. 3 millions de salariés, de 20 millions de bénévoles, de ces femmes et de ces hommes qui font vivre le tissu associatif qui est en train de s'effondrer sous nos yeux. Car les chiffres parlent d'eux-mêmes. 62% des associations n'ont pas les moyens de mener à bien leur mission sociale. Un tiers d'entre elles n'ont que 3 mois de trésorerie et 32% envisagent de réduire leur effectif. Pourtant, ces associations emploient 11% de salariés de notre pays et contribuent à hauteur de 3% du PIB. Or, nous assistons à une saignée générale du secteur associatif. Le désengagement budgétaire global de l'État conduit au désengagement des collectivités parce qu'elles sont à bout. Et les exemples se multiplient, les annonces tombent brutalement. Le Secours populaire perd 40% de subventions dans le Val-de-Marne. Le Secours populaire, lui, 70%. Et globalement, moins de 37 millions pour l'Association des paralysés de France. Le planning familial en première ligne a lancé l'alerte. Il dénonce la baisse brutale de leur financement public jusqu'à la suppression de tous leurs centres dans certains départements. Sans compter que vous mettez fin à l'éducation populaire. Vous acceptez donc que ceux qui protègent, qui accompagnent, qui agissent pour nos concitoyens soient ainsi abandonnés. Derrière ces coupes budgétaires, ce sont une fois de plus nos concitoyens les plus vulnérables qui payent le prix de votre désengagement. Madame la ministre, quels moyens allez-vous mettre en œuvre pour stopper l'hémorragie et pour sauver le tissu associatif de notre pays ? Qu'est-ce qu'on fait pour le secteur associatif? La parole est à qui est déterminant en France. Marie Barsac, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, Madame la questeure Carlotti, nos associations sont dans un secteur, vous l'avez dit, essentiel de la solidarité et de la cohésion nationale, c'est vrai, et j'ai pleinement conscience des enjeux que vous venez de souligner. Vous avez raison,
La situation financière est fragile et cette fragilité est d'autant plus vraie qu'aujourd'hui, les budgets des collectivités territoriales sont compliqués également. C'est un point que je partage avec vous. Face à ce constat qui nous alarme tous, je suis mobilisée pour préserver des moyens. Sur l'année 2024, l'année 2025, nous avons préservé les moyens à hauteur de 2024 sur un certain nombre de sujets qui étaient importants. D'abord, les fonds dédiés au titre du FDVA, des fonds qui sont évidemment chers ici à la représentation nationale. Les subventions aux associations de la jeunesse et de l'éducation populaire ont été également maintenues. Et vous le savez, nous soutenons largement les colonies apprenantes qui s'appuient sur le tissu associatif de l'éducation populaire. Ensuite, nous avons aussi maintenu les conventions de financement pluriannuelles aux associations les plus grandes pour leur donner de la visibilité sur le soutien de l'État à long terme. Et puis, évidemment, vous ne l'avez pas souligné, mais j'imagine que vous y pensez, nous avons fait un choix difficile, celui de la diminution du nombre de services civiques en 2025 pour notre pays. Mais là aussi, j'ai une attention particulière pour les services civiques dans les associations, puisque l'effort est porté majoritairement, 75%, par les acteurs publics. Et d'ailleurs, ce sont seulement les très grosses associations qui portent l'effort sur les services civiques dans le tissu associatif. Enfin, pour les associations les plus fragiles, et dans tous vos territoires, vous le savez, le guide asso est toujours en voie de déploiement avec l'objectif d'un guide asso par EPCI depuis 2027, qui est un outil utile pour soutenir les associations. En tant que ministre, évidemment, de la vie associative, je suis pleinement mobilisée déjà sur le budget de 2026 sur le sujet. Avec ma collègue Amélie de Montchalin, nous travaillons sur cette copie. J'ai rencontré un certain nombre d'acteurs du tissu associatif, notamment du mouvement associatif. Et croyez-moi, la situation est compliquée, mais je suis pleinement mobilisée sur cet enjeu que je partage avec vous. Il est crucial pour notre pays. Alors, est-ce que ça a convaincu la sénatrice ? Madame la ministre, vous savez que les crédits qui ont été votés sont gelés. Oula. Pendant ce temps, les associations s'épuisent. Ouh, le lapsus. Après la suppression des contrats aidés, la réforme des retraites qui freine l'engagement des seniors, le financement par projet qui les noie dans la paperasse, le tissu associatif s'effiloche. Ah, c'est un bordel, le Ce financement tissu, par projet. C'est la vie de la nation et vous organisez leur démantèlement. La parole est à notre collègue Laurence Muller-Bronn pour le groupe Les Républicains. Et les Républicains qui vont terminer cette séance de questions au gouvernement. Ma question est adressée à Madame Pannier-Runacher. Bah, on dit pas merci. Monsieur le ministre, vous connaissez le diagnostic de performance énergétique, le DPE. Le fameux DPE. Vous en avez entendu parler? Tout le monde en parle. Pourquoi? Parce qu'il est devenu un facteur majeur de la crise du logement. Le rapport de la Cour des comptes le confirme. En 2022, le DPE est devenu obligatoire et opposable sans qu'aucune étude d'impact préalable n'ait été réalisée, alors qu'il a des conséquences graves bien connues des Français aujourd'hui. Sur le marché de la location d'abord, l'effondrement est total. C'est bien simple, il n'y a plus rien à louer dans les grandes villes. Une offre reçoit 300 appels. Sur le marché de la vente, les transactions sont bloquées car les montants des travaux exigés par le DPE augmentent le prix des biens. Les résultats du dispositif ne sont pas fiables car entachés de fraude. Les bailleurs ne louent plus et les locataires non plus à cause du DPE. Enfin, les communes, les départements et l'État enregistrent une chute des recettes dans leur budget. Nous sommes tous perdants, monsieur le ministre. Est-ce que vous avez des solutions? Bah, peut-être pas les locataires qui ne sont plus dans des passoires thermiques. L'aménagement du territoire et la décentralisation, monsieur Rebsamen. Moi, si j'avais su que mon logement était une passoire thermique avant, je n'aurais pas pris mon ancien logement. Président, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, madame la sénatrice, je vais y arriver, vous en faites pas. N'ayez j'ai un crainte, doute. ça va venir. C'est une sorte d'embrayage à mettre en place. Je voudrais dire que la situation est effectivement extrêmement difficile et extrêmement complexe pour la production de logements. Il ne faut pas le nier. D'abord, des logements abordables. Mais une feuille de route a été signée par la ministre du Logement avec l'ensemble des bailleurs sociaux qui s'appuie tout à la fois sur la baisse du livret A et sur une baisse de réduction du loyer de solidarité. L'objectif en la matière, il faut avoir les visions assez claires, c'est de produire plus de 110 000 logements sociaux. C'est absolument nécessaire. D'autre part, il faut relancer la production de logements locatifs privés, vous venez de l'évoquer, de qualité. Ensuite, avec la mesure, cela peut être fait avec la mesure temporaire d'exonération des droits de succession en cas de donation pour l'achat d'un logement neuf destiné à l'habitation
ou à la location. Enfin, il y a un soutien à l'accession à la propriété avec l'extension du prêt à taux zéro à tout le territoire. Et plus de 10 000 prêts ont déjà été souscrits. En tous les cas, mes chiffres datent du 1er avril 2025. Dans ces conditions, j'ai le plaisir de dire que les permis de construire sont en hausse. Tant mieux, à la fin du mois d'avril, de près de 11% par rapport aux 3 mois précédents. Tout cela en adaptant, et c'est nécessaire, le calendrier de décence énergétique pour continuer, c'est le sens de votre question, à rénover les logements tout en permettant leur location. C'est tout l'objet de la proposition de loi de Madame la sénatrice Gacquerre que je salue. Il nous faut un consensus rapide sur ce sujet, j'en conviens, pour donner de la visibilité à des centaines de milliers de propriétaires qui attendent ces assouplissements. Nous y sommes prêts. Enfin, j'ajoute que pour les plus fragiles de nos concitoyens, eh bien, nous soutenons d'abord activement la politique du logement d'abord. Ce plan doit permettre l'accès à un logement décent à plus de 80 000 personnes aujourd'hui. Merci. Monsieur le ministre, Madame Monsieur le ministre, j'ai bien entendu, mais vous savez, un embrayage, ça se change. Nous sommes bien loin de l'écologie. Et les Français sont en colère, car le DPE les empêche de se loger. J'ai des témoignages d'entreprises qui ne peuvent pas recruter de salariés et des salariés qui ne peuvent pas candidater faute de logement. Du côté des banques, on refuse les crédits en fonction de la note qui sera infligée à votre projet immobilier. Par toutes ces contraintes, on appauvrit la classe moyenne et on pénalise les plus modestes. Le bâti ancien, mal classé, ne trouve plus d'acquéreurs. Les Français sont pourtant volontaires. Il aurait dû être rénové il y a des années. De l'intérêt de la rénovation énergétique. D'ailleurs, l'engagement et le succès de MaPrimeRénov' en témoignent. Vous avez une solution à portée de main. Supprimer le DPE obligatoire et opposable et revenir à sa version initiale, informatif et incitatif, comme avant 2022. Sinon, les algorithmes nous mèneront au chaos. Les propriétaires se retrouvent prisonniers de leurs biens et les locataires à la rue. Je suis pas d'accord. L'ancien DPE n'était pas du tout incitatif. Au contraire, c'est ce qui explique pourquoi le bâti ancien des villes n'est pas rénové. Voilà. Donc il faut qu'il reste obligatoire. Monsieur le Président, mais c'est mon point de vue. La ministre de la Transition écologique, c'est dans la plus grande incompréhension que les chasseurs de gibier d'eau ont appris la semaine dernière l'inscription sans concertation à l'ordre du jour de la réunion du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage qui est prévu demain. Inscription de mesures visant à limiter le prélèvement de certaines espèces, telles qu'un moratoire pour le fuligule milouin ou la réduction des périodes de chasse pour 4 autres gibiers d'eau, à savoir le canard pilet, le canard siffleur, le canard souchet et la sarcelle d'hiver. Je n'évoque même pas ici les autres espèces hors gibier d'eau qui sont concernés, comme la caille des blés et la grive. L'incompréhension est d'autant plus forte, Madame la Ministre, que le 22 mai dernier, en réponse à une question écrite de notre collègue Fabien Genet, vous releviez que les bilans de comptage étaient encourageants pour la France et que certaines espèces étaient en progression. Ça ne veut pas dire qu'on peut tirer à tout va. Contesté sur le terrain scientifique les recommandations émises en novembre dernier par la Commission européenne, qui doit poursuivre ses travaux jusqu'à l'automne. Alors, Madame la Ministre, pourquoi donc avez-vous subitement changé de position et décidé de prendre ces nouvelles réglementations? Êtes-vous prête à retirer de l'ordre du jour de la réunion de demain ces mesures pour poursuivre la discussion avec les chasseurs de gibier d'eau qui craignent de ne plus pouvoir pratiquer demain leur activité? Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Transition écologique, de la biodiversité. Allez, la dernière réponse d'Agnès Pannier-Runacher. Merci, monsieur King le Loris qui va être Président, trigger. mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Cuypers. Je connais votre engagement sur ce sujet, mais je crois utile de rétablir certaines vérités. Depuis mon arrivée au ministère, je n'ai pas ménagé mes efforts pour défendre nos chasseurs. Je pense en particulier à la chasse à la palombe. Comme j'ai eu l'occasion de le dire devant vous, je défends avec force cette chasse traditionnelle pour une raison simple. L'espèce est abondante, la technique est sélective, elle fait partie de notre culture et de notre identité. Je suis intervenue à plusieurs reprises auprès de la Commission européenne en ce sens. Notre boussole, vous l'avez compris, c'est l'état de conservation des espèces et nous nous appuyons sur l'expertise française et européenne en la matière. Les scientifiques mandatés par l'Union européenne ont relevé le déclin de 9 espèces de gibier d'eau.
Les recommandations de la Commission européenne sont claires, elles sont connues depuis 2024. Moratoire aux baisses des prélèvements de 50%. Vous vous interrogez sur la position de la Commission européenne et son effectivité. Je l'ai fait confirmer ce matin. Elle me confirme donc que ces demandes s'appliquent bien dès 2025. Donc ce n'est pas une lubie de la France, c'est bien la mise en œuvre d'un processus. En France, nous proposons de tenir une ligne simple, réduire les prélèvements sur les espèces en déclin, les augmenter là où les populations progressent et réserver les moratoires aux espèces les plus menacées. C'est dans cet esprit que nous avons soumis à la discussion et après un certain nombre d'échanges, plusieurs projets d'arrêté. Ce sont des projets. Mes équipes échangent au quotidien avec les fédérations de chasseurs et moi-même avec Willy Schran encore tout à l'heure pour que nous trouvions ensemble une solution. La Fédération nationale des chasseurs nous a ainsi fait des contre-propositions ce matin. Et je vais être très claire, j'ai une obligation de résultat, pas une obligation de moyens. Si d'autres propositions que les nôtres permettent d'atteindre les mêmes objectifs, nous les regarderons sans tabou. Monsieur le député, ma porte est ouverte, dans le respect de chacun, et je sais pouvoir compter sur vous pour nous aider à trouver cette voie de passage, mais les faits sont têtus et nous avons une obligation d'avoir des arrêtés qui tiennent la route devant le contentieux. Monsieur le sénateur Cuypers. Oh, bah attention, il va piquer une colère. Les chasseurs sont aussi têtus. Madame la ministre, ne sous-estimez surtout pas la colère des chasseurs de gibier d'eau qui ne comprennent pas vos revirements et votre précipitation. Il est encore temps de reprendre le dialogue pour trouver une solution scientifiquement fondée et acceptable par tous. Alors, simplement, suspendez, retirez le projet de décret en l'état pour demain. Engagez-vous clairement contre toute surtransposition. Merci. Merci. 2 minutes pile, voilà. Je vais maintenant, en vous remerciant, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, suspendre la séance. Elle sera reprise à 16h30 pour le débat préalable à la réunion du Conseil européen des 26 et 27 juin de cette année. La séance est suspendue. Très bien. Et nous, notre séance de questions d'actualité au gouvernement est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. Donc, beaucoup de questions très diverses et variées, mais qui touchent principalement au territoire. On est au Sénat. Voilà. On aura eu alors toutes les interventions de François Bayrou d'affilée, ce qui permet de parler des retraites. Le moment conclave des retraites, le moment censure, pas censure. De toute façon, c'est pas au Sénat que ça se décide, mais à l'Assemblée nationale. Donc voilà, séance très intéressante. François Bayrou, toujours autant dans le déni. Pour moi, c'est véritablement la définition du déni. Mais je crois qu'on commence à s'habituer. La question à laquelle on ne finit plus de s'habituer, c'est aussi combien de temps encore avant qu'il se fasse renverser. Est-ce que c'est la semaine prochaine? Est-ce que c'est pendant le mois de juillet? Est-ce que c'est en octobre? J'ai envie de dire, il a envie de faire campagne pour Pau. Il veut retrouver sa ville de Pau. Offrons-lui le meilleur moyen de retourner à la ville de Pau. Bref, voilà, petite boutade, mais voilà, c'est l'occasion de faire un petit trait d'esprit sur la situation de François Bayrou. Voilà, nous on va arrêter là cette VOD pour Twitch, en espérant pour YouTube, pardon. Oula, non, Twitch, on continue encore quelques minutes après ça, en espérant qu'elle vous ait plu. YouTube, si tu veux venir nous voir en direct pendant les questions d'actualité au gouvernement, n'hésite pas à passer. Les QAG du mercredi, vous l'aurez deviné, c'est tous les mercredis. Voilà, de 13h45 à 16h45 à peu près, le temps qu'on fasse le pré-live et le post-live. Voilà, donc avec la séance au complète, ce qui te permet déjà de savoir ce qui va être dit avant même la publication de la rediffusion. Et ça, c'est pratique d'avoir un temps d'avance sur tout le monde. Donc si tu as l'occasion, n'hésite pas à venir passer. Et voilà... Même un petit coucou, tu vois, c'est toujours sympa de voir les gens qui font coucou, qui disent qu'ils viennent de YouTube. Il y en a de plus en plus, donc pourquoi pas vous? Voilà. En attendant, lâchez quand même un commentaire, un pouce en l'air, un abonnement. C'est ce qui fait grimper l'algorithme et qui fait découvrir le format à d'autres personnes. C'est le meilleur moyen de nous faire gagner en popularité sur la chaîne, surtout sur le contenu politique. Et bien sûr, n'hésite pas à regarder le restant de mon contenu, qu'il soit pédagogique ou vidéoludique, puisque je fais les trois sur la chaîne. Voilà. YouTube, porte-toi bien, et puis on se retrouve bientôt, peut-être pour une motion de censure, ou alors sinon pour les prochaines QAG mercredi prochain. Des bisous.